Alexandra Kollontai, la Valkyrie de la Révolution, c'est une personnalité forte qui est à la fois une figure de la Révolution, mais aussi une figure du mouvement féministe. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à une époque qu'on pourrait qualifier d'âge d'or du féminisme, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus connue aujourd'hui? Bon, d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation et dire que je suis ravie de voir cet auditoire. J'espère ne pas le décevoir. Alors, réponse à votre question, d'abord, Alexandra Kollontai n'est pas seulement une figure de la révolution russe, ni une figure du féminisme, c'est un personnage hors du commun, historiquement. Pour la situer, elle est née en 1872, exactement un an après la Commune de Paris, et elle est morte le 8 mars 1953, un mois avant la mort de Staline. C'est ça qu'il faut retenir. 8 mars, jour de la fête des femmes. C'est tout à fait historique. Pourquoi est-elle un personnage hors du commun? D'abord, je vous dirai un mot de sa biographie, mais elle appartient au noyau des 10 personnes qui étaient auprès de Lénine au moment, dans la nuit, où ils ont décidé le coup d'État. Ces 10 personnes, sauf Alexandra Kollontai, et un autre personnage qui s'appelait Joseph Staline, Joseph Djougashvili, sont les seuls qui sont restés vivants. Bon, Lénine est mort de sa belle mort, encore que, mais tous ceux qui entouraient Lénine à l'heure de la Révolution, tous ceux qui l'ont accompagné dans son aventure, et bien au-delà, je dirais que tous ceux qui ont participé à l'aventure socialiste ont été exterminés par Staline. Alexandra Kollontai a vécu jusqu'à un an avant la mort de Staline. Et dans toute cette existence, elle a occupé les plus hautes fonctions. Elle a été, je dis ça rapidement, elle a été au début de la Révolution ministre. Ça a été la seconde femme ministre de l'histoire de Russie, la première qui a été ministre au moment du gouvernement provisoire. Il se trouve que c'était une arrière-grande-tante à moi, la comtesse Sophie Panine, un autre personnage historique tout à fait remarquable. Elle est donc le premier personnage, si vous voulez, post-révolutionnaire. Et dans toute l'histoire européenne, il n'y a pas de femme ministre avant. Elle a été ensuite ambassadeur de 1923 à 1954. Elle a été ambassadeur dans 3 pays, ou 4, parce qu'elle a eu 4 ambassades. Et elle a fini ce jour paisiblement à Moscou, dans une retraite à Moscou que lui assurait l'État. C'est-à-dire qu'elle n'a pas connu la persécution et elle a réussi à tenir toute sa famille debout, à sauver les siens. C'est invraisemblable. Et j'ajouterais ce qui est capital, elle a réussi cela sans faire ce que chacun faisait pour survivre. Dans l'Union soviétique de Staline, on dénonçait son prochain. On dénonçait, on faisait des horreurs. Elle ne l'a jamais fait. J'ai étudié les archives, il n'y a aucune trace d'aucune vilainie. Elle a rendu 2 petits services à Staline, mais qui étaient des petits services administratifs. Donc, c'est tout de même déjà la question, comment est-ce possible? Comment une aventure pareille est-elle possible? Et j'ajouterais qu'elle a un titre de gloire supplémentaire, le concept de finlandisation. Vous savez ce que c'est? Inventé sous les guerres froides, c'est-à-dire la neutralisation d'un pays qui a sauvé la Finlande, d'être soviétisée comme l'ont été la Roumanie, la Hongrie, etc. Ce concept, c'est Alexandra Kollontai qui non seulement l'a inventé, mais qui a permis à la Finlande d'échapper, quand elle était ambassadeur en Suède à ce moment-là. C'est elle qui a piloté la politique finlandaise dans la Seconde Guerre mondiale, et c'est elle qui a permis à la Finlande de n'être pas soviétisée. Bon, c'est une affaire... personne ne sait qui est Alexandra Kollontai. Alors, en quelques mots, c'était une fille de l'aristocratie russe. Son père était un général d'origine ukrainienne, c'est-à-dire d'une famille qui habitait dans ce qui c'était la partie ukrainienne russe. C'était une famille tout à fait... C'était une famille aristocratique, mais totalement, je dirais, peu conformiste, puisque son père avait des idées libérales et il a piloté, après l'indépendance de la Bulgarie, je dirais l'évolution de la Bulgarie vers un système constitutionnel.
Tout ça dans les années d'avant la Révolution russe. Sa mère avait quitté un premier mari, qui n'était pas le père d'Alexandra Kollontai, et ses enfants pour s'en aller avec le second mari qui sera le père d'Alexandra Kollontai. Cette aristocrate, en plus, elle avait un domaine en Finlande. Elle avait entrepris, parce qu'elle avait besoin de davantage de ressources, de commercialiser le produit de ses terres, ce qui dans la société aristocratique ne faisait pas. Bref, une femme qui avait vécu en concubinage, planté là sa famille, ça ne faisait pas bon effet. Donc elle a grandi dans une famille un peu spéciale, avec des idées libérales. C'était une fille remarquablement intelligente, et très tôt, elle s'est passionnée à la fois pour la question sociale, pour la misère des gens, etc., et pour la question des femmes. Elle a compris qu'il y avait un problème pour les femmes. Et très tôt, elle a épousé un mari contre le gré de ses parents, parce que ses parents trouvaient qu'il n'était pas assez fortuné pour elle. Elle a planté là le mari, et elle a mis son fils chez ses parents, et elle a décidé qu'elle devait étudier, que pour exprimer ses idées, il fallait étudier. Elle est partie en Suisse, où avant la Révolution russe, d'ailleurs les femmes n'étudiaient pas dans les universités à cette époque-là, c'était très difficile. Il y avait un homme qui s'intéressait aux questions sociales, problème qui la préoccupait. Elle est allée étudier avec lui, et elle a très tôt fait des études sur le sort de la classe ouvrière en Finlande. Et elle s'est mise à voyager en même temps qu'elle étudiait pour voir la classe ouvrière, pour voir, le mouvement social. C'est l'époque où le socialisme se développe. Lénine n'était encore qu'un personnage dans l'ombre. Et elle allait d'un congrès socialiste à un autre. Elle se fait très tôt remarquer par son intelligence. Et très tôt, elle s'aperçoit elle rencontre des femmes exceptionnelles, dont Rosa Luxembourg. Et très tôt, elle se dit, il y a un problème féminin. Et dans son esprit, les deux problèmes se sont mariés. Le problème féminin et la question sociale, elle s'est rendue compte que les femmes avaient un sort beaucoup plus compliqué que les hommes, même dans les milieux défavorisés, parce qu'elles avaient en plus le poids de l'homme qui était autoritaire, qu'elles n'avaient pas elles-mêmes de moyens de s'affirmer. Et c'est ainsi, pour parler du féminisme, c'est ainsi que se développe dans son esprit une question à la fois comment permettre aux femmes de vivre normalement et comment leur permettre d'assumer un véritable destin, comme un homme, c'est-à-dire d'avoir un métier et en même temps d'avoir une vraie vie de femme. Et c'est pour ça, si les féministes, je dirais que je comprends très bien que pour les féministes actuelles, ça soit une horreur, cette femme. D'ailleurs, personne ne s'y intéresse, alors qu'elle a écrit des livres remarquables, parce qu'elle en est venue à développer une vision du sort de la femme qui est extrêmement simple. À cette époque, les femmes se battaient, le mouvement féministe se battait pour l'accès au droit de vote, même pas pour l'accès au carnet de chèques, tout simplement pour quelques droits juridiques. Et Alexandra Kollontai, son raisonnement était implacable. Elle disait, tout ça, ça ne sert à rien, parce que, de toute façon, dans la société dans laquelle nous vivons, la mentalité, c'est que les femmes n'ont pas de droits. Par conséquent, la question féminine, pour elle, c'était d'abord une question sociale, c'est-à-dire il fallait d'abord transformer complètement la société, d'où la voie révolutionnaire, et à l'intérieur de la révolution, libérer la femme. Et à partir de là, cette femme a développé l'idée que la femme avait des droits, qu'elle avait le droit à une liberté personnelle totale, notamment une liberté sexuelle totale. Enfin, elle se mariait, elle ne se mariait pas, elle faisait comme elle voulait. Son droit était de choisir d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, mais son droit était que tout cela n'obère pas son existence. C'est-à-dire que dans une société nouvelle, transformée par la Révolution, c'est l'État, c'est la société qui devait assumer les difficultés liées à l'existence des enfants, parce que c'est ça qui permettait à une société de se perpétuer. La démographie, c'est fondamental. Donc, mais pas n'importe comment, il ne s'agissait pas d'enlever les enfants aux parents. Non, la femme, elle avait des enfants. Ensuite, il y avait une organisation autour d'elle qui faisait que, un peu comme dans les kibboutz, quelqu'un s'occupait des enfants quotidiennement, mais elle l'avait près d'elle, elle avait les hommes qu'elle voulait, elle choisissait sa vie, et elle assumait son destin. Elle faisait ce que ses talents lui permettaient de faire. Bon, c'est une vision très moderne, c'est ce qu'on a fait dans les kibboutz. Donc, vous voyez, alors, avec tout ce capital, tout ça, elle a fait des livres là-dessus, tout à fait remarquables. Vous avez... Les bases sociales de la question féminine, notamment, pour reprendre ce que vous disiez, dans lequel elle montre que la question féministe
on dit aujourd'hui féministe, mais à l'époque on disait féminine, est indissociable, comme vous le rappeliez, de la question sociale. Et si vous permettez, j'aimerais lire un extrait de votre ouvrage qui résume bien votre propos, puisque c'est d'abord un salon littéraire et je pense que le verbe est très important. Les livres, c'est fait pour ça. Absolument. Donc le but, c'est de donner envie de découvrir le livre. Alors, informée du projet de congrès des femmes, Alexandra Kollontai décida, en dépit de son hostilité au mouvement féministe, qu'elle allait, sans consulter le parti, y envoyer une délégation ouvrière en recourant à l'organisation des ouvrières du textile dont elle était membre. Et elle mit son projet à exécution de manière systématique. Elle organisa une procédure électorale afin de désigner les membres de la délégation qui sera envoyée à ce congrès. Confrontée à cette initiative qui souleva d'emblée la curiosité du parti, voire l'intérêt de certains membres, bolcheviques et mencheviques confondus, le comité du parti réagit et décida d'envoyer lui aussi 2 délégués à ce congrès. Le 10 décembre 1908, la délégation organisée par Kollontai, forte de 45 ouvrières, prit part à cette manifestation qui rassemblait 1 millier de femmes. Kollontai ne voulut pas présider son groupe, elle se contenta d'y exercer une influence discrète mais puissante et chargea une ouvrière du textile avec qui elle s'était liée d'amitié, Varvara Volkova, de présenter sa position au congrès. Cette assemblée féminine avait été autorisée à se réunir dans un cadre prestigieux, le palais de la Douma, dans la salle Alexandre. C'est là qu'à la lueur des lustres de cristal Volkova, porte-parole fidèle d'Alexandre Kollontai, exposa ses vues, c'est-à-dire son opposition au féminisme qu'elle dénonça comme une manœuvre de la bourgeoisie destinée à assurer sa suprématie sociale et à neutraliser la classe ouvrière. Entre le féminisme bourgeois et la classe ouvrière féminine, il n'y a aucune place pour la coopération, martelait-elle. Donc on voit bien qu'elle est intransigeante sur les 2 plans, la question sociale et la question féminine, qu'elle ne dissocie pas. J'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est l'aspect justement Valkyrie, c'est le sous-titre d'ailleurs, la Valkyrie de la Révolution. Vous disiez qu'elle était en dehors des intrigues, et c'est vrai que c'est ce qui ressort dans le livre. Tous les camarades de Lénine au moment de la Révolution ont été passés en jugement, mais elle est toujours passée entre les mailles du filet. Est-ce que vous pensez que c'est lié au fait qu'elle était une figure justement un petit peu au-dessus de la mêlée et qu'elle avait malgré tout, malgré l'épreuve du pouvoir que vous décrivez, qu'elle avait gardé une part d'idéal en elle? Alors, je crois que ce n'est pas ça qui l'a sauvée. D'abord, je voudrais dire qu'elle avait des dons exceptionnels. Elle était premièrement une oratrice hors pair. Elle a tout de même fait une tournée en Amérique à la demande de Lénine à la veille pendant la Première Guerre mondiale, où elle a parlé dans 172 villes. 172 villes, où elle faisait 4 ou 5 meetings par jour, et où elle parlait à un meeting en allemand, à l'autre en russe, à l'autre en anglais, à l'autre en français. Je ne sais pas si vous imaginez. Et en plus, les Américains lui avaient fait un régime extrêmement strict parce que les organisations qu'il avait invitées n'étaient pas riches, c'est-à-dire qu'elle était invitée très frugalement. Bon, elle avait ce don oratoire tellement extraordinaire qu'on l'avait baptisé le plus grand orateur de l'époque, enfin, les socialistes, c'était Jaurès. Et on l'avait appelé Jaurès en jupon, parce qu'un jour, elle s'est exprimée après Jaurès, à l'enterrement de Laura Lafargue. Laura et Paul Lafargue. Laura Lafargue était la fille de Karl Marx, il s'était suicidé. Jaurès avait fait un pathétique discours. C'est elle qui a pris la parole après, et on l'a trouvé tellement fantastique qu'on l'a appelée Jaurès en jupon. Et si on l'appelait la Valkyrie de la Révolution, c'est parce que Lénine, dans la Révolution, qui avait contre lui beaucoup de gens, et notamment les marins qui étaient anarchistes, des tas de gens comme ça, il l'envoyait sur les bateaux qui étaient à Kronstadt, dans ce milieu de marins anarchistes qui ne voulaient pas entendre parler des bolcheviks, qu'ils trouvaient beaucoup trop stricts, pour les haranguer. Déjà, si vous voulez, comme représentante du mouvement féminin, elle s'était accoquinée tout simplement avec les ouvrières du textile, elle n'était pas ouvrière, pour avoir un mandat. Et là, elle s'est adressée, elle allait sur les bateaux, elle s'adressait à des types qui étaient durs, hein, pour qui Lénine était l'ennemi. Et elle parlait avec une telle fougue qu'on l'a appelée la Valkyrie de la Révolution, ce qui était tout à fait un salut extraordinaire. Ce que je veux dire d'ailleurs, c'est qu'elle a joué un rôle très extraordinaire parce qu'elle était à la fois, au départ, elle n'était pas pour Lénine, elle était pour ceux qui étaient plus réformateurs. Ensuite, quand elle a compris que l'heure de la Révolution est venue, elle est allée au secours de Lénine parce c'était la guerre de 14. Et lui voulait la défaite de la Russie, il voulait la paix d'abord.
Et puis il voulait la défaite de la Russie pour faire la révolution. C'était transformer la guerre en guerre révolutionnaire. Et elle était pacifiste, et du coup, elle a pris la position de Lénine. Et c'est comme ça qu'elle l'a rejoint. À l'heure de la Révolution, elle l'a aidé. Entre parenthèses, elle a contribué probablement à convoyer à Lénine les fonds allemands, ces fonds allemands dont on a toujours prétendu qu'ils n'existaient pas, et qui sont dans les archives, avec quoi les Allemands ont aidé la Révolution russe pour mettre fin, pour faire aboutir à la défaite de la Russie. Elle était donc pacifiste. Puis elle a été contre Lénine au moment de la paix de Brest-Litovsk, parce qu'elle estimait que cette paix nuisait à la révolution mondiale, et par conséquent, Lénine avait tort. Ensuite, quand Lénine a pris le pouvoir, qu'il a vraiment assumé, je dirais, imposé le pouvoir de son parti, elle a lutté contre lui dans l'opposition ouvrière, parce qu'elle a dit la révolution, c'est pas ça. La révolution, ce n'est ni la peine de mort, ni la confiscation du pouvoir. Le pouvoir appartient à la classe ouvrière. Donc, si vous voulez, cette femme a toujours été une combattante d'une cause qu'elle avait d'une façon très claire dans l'esprit. Et puis, Lénine meurt, Staline prend le pouvoir, et c'est là qu'elle se retrouve, je dirais, en face de Staline, et ça a commencé très mal. Et elle était en difficulté avec le parti parce que précisément elle s'était opposée à Lénine. Elle a perdu ses mandats, elle avait été ministre, elle a perdu son ministère, elle était membre du Soviet, elle a perdu son poste parce qu'elle s'était opposée à Lénine. C'est la première fois là où elle a fait appel à Staline. Elle s'est adressée à lui, elle lui a dit « Trouvez-moi quelque chose, trouvez-moi une ambassade ». Et c'est là qu'il l'a envoyé dans son ambassade, en Norvège d'abord. C'est elle qui a obtenu la reconnaissance de la Norvège par les États occidentaux. Elle est arrivée dans un État que la personne qui ne reconnaissait pas l'Union soviétique. Et puis, elle s'est retrouvée ambassadrice. Elle a envoyé des soviets, ambassadrice d'un royaume. Elle a remis ses lettres de créance. Et il n'y avait pas de femme ambassadeur à cette époque. Elle a été envoyée faire une ambassade au Mexique. Ça a été raté parce que le climat ne lui convenait pas. Puis elle est partie, elle est revenue en Norvège et elle a fini en Suède, qui était là aussi, au fond, elle était ambassadeur des soviets dans des royaumes. Et ça marchait très bien, parce qu'elle était somptueuse, elle avait un succès extraordinaire, elle savait porter la culture, elle croyait aux relations culturelles. Nous sommes dans notre domaine. Et elle a eu beaucoup d'hommes dans sa vie, elle a eu des grandes passions, des hommes qui partageaient sa vie politique. L'homme de sa vie à ce moment-là était un Français qui s'appelait Marcel Baudy. Ça aussi, c'est un homme tout à fait intéressant. Et elle l'a emmené, il était dans son ambassade, il était l'œil de Moscou pour la surveiller. Il avait été envoyé pour ça. Mais il était devenu son amant, ils partageaient leur vie. Elle l'a emmené dans la forêt et lui a dit « Il se passe quelque chose entre Hitler et Staline. » 1936. Il est allé informer de cela Édouard Herriot et les autorités françaises. Personne n'y a fait attention. 1939, le pacte germano-soviétique, c'est ce qu'elle avait annoncé. Vous voyez que son rôle politique est tout de même tout à fait extraordinaire. Elle avait un instinct politique extraordinaire. Et quand la Seconde Guerre mondiale a commencé, vous savez ce qui s'est passé. La Finlande a été... il y a eu la guerre russo-finlandaise. La Finlande, pour elle, c'était sa véritable patrie, parce que c'est là qu'elle avait sa propriété familiale, dont elle n'avait plus la propriété parce que sa mère avait fait un testament qui la dépossédait, mais elle avait grandi en été dans cette propriété de Finlande. Elle adorait la Finlande, et le sort de la Finlande, déjà livrée aux troupes soviétiques, la troublait, mais ça s'est terminé mal, puisque les Soviétiques ont pris la Carélie, etc. Second épisode, ce sont les Allemands qui sont arrivés en Finlande et qui ont obligé les Finlandais à traiter avec eux et à devenir leurs alliés. Et là, cette femme a compris qu'il fallait piloter la Finlande, essayer de l'amener, je dirais, en dehors de l'alliance allemande, ou en tout cas préparer la suite pour que l'Union soviétique ne lui en veuille pas et qu'elle ne soit pas un pays occupé. Vous voyez que elle a joué un rôle international absolument considérable. Et c'est très intéressant, puisqu'aujourd'hui, les Finlandais renoncent à cette neutralité qui a été leur statut. Voilà, donc elle a cette destinée, et à ce moment-là, ça a été son dernier poste. Elle a décidé de rentrer. Alors juste, je vous ai dit qu'elle avait rendu un service à Staline. Dans les années, à partir de 1930, Staline extermine toute l'élite bolchevique et le reste de l'Union soviétique, mais ça, c'est un autre problème. Et il était tout de même très impopulaire. Et
il y avait une opposition contre lui qui disait, au fond, il a trahi Lénine, et peut-être qu'il... Alors, c'est le seul service qu'elle lui est rendu. Elle avait été chargée par Lénine, au moment de la Révolution, d'apporter à Staline, qui dirigeait la Pravda, un courrier, puisque Lénine était réfugié en Pologne à ce moment-là, il n'était pas en Russie quand la Révolution commençait. Il a apporté des textes pour publier dans la Pravda qui s'appelaient les lettres de loin. Ces lettres, elle en avait gardé une copie. Elle les lui a remis à ce moment-là, et il y avait quelques phrases aimables de Lénine pour Staline. Et Staline s'en est servi. C'est un petit service, mais ça ne vaut pas une délation. Je veux dire que c'était tout à fait anodin. Ça lui a permis, au fond, d'assurer sa survie, probablement. D'ailleurs, c'est la première fois qu'elle a rencontré Staline. C'était dans les locaux de la Pravda, au moment où elle a récupéré les lettres. Ça, absolument. Vous le racontez dans le livre. Et donc, c'est vrai que c'est un destin extraordinaire. Comme vous l'avez rappelé, ça se lit vraiment comme un roman, et du coup, c'est très littéraire. Moi, ça m'amène à cette question. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle belles lettres, on pense plus fiction, on pense plus roman. Vous avez montré que l'histoire est une discipline qui a toute sa place dans les belles lettres. Pourquoi préférer raconter finalement des destins réels, comme celui d'Alexandra Kollontai, plutôt que des destins imaginaires ? Alors, je dirais d'abord parce qu'ils peuvent être fascinants. On peut dire aussi, peut-être parce que je n'ai pas imaginé des destins inventés, mais surtout j'ai été fascinée par des personnages. Ce n'est pas le seul. Et je pense que la biographie est un genre tout de même qui relève de la littérature. C'est un roman, la biographie. Et d'ailleurs, dans ce qu'on appelle la littérature, l'autofiction, c'est pas autre chose. Maintenant, depuis 20 ans, les gens racontent leurs propres petites affaires et ils considèrent que il n'y a pas d'imagination romanesque là-dedans. Raconter comment votre père vous a battu, etc., et comment vous étiez malheureux, ça n'est pas du tout de l'imagination romanesque, ce qui est le propre du roman. Dans les biographies, vous trouvez des destins romanesques. Dans mes héroïnes, j'ai une héroïne qui s'appelait Catherine II. C'est un destin exactement aussi romanesque que celui d'Alexandra Kollontai. Donc je pense que c'est un genre littéraire tout à fait particulier. On rêve sur un personnage, exactement comme Stendhal rêvait sur ses personnages. Sur Napoléon, puisque absolument. Et d'ailleurs, les romanciers... La biographie de Napoléon par Stendhal est, à mon goût, l'une des meilleures qui ait jamais été écrite. Oui, peut-être parce qu'elle est très romanesque. Tout à fait. Et il y a beaucoup de grandes biographies, je dirais politiques, qui sont des grands romans. Absolument. Et donc, qui dit justement littérature, dit avant tout la langue. Le français n'est pas votre langue natale, en tout cas pas votre première langue, même si vous l'avez appris très tôt. À 4 ans et demi. À 4 ans et demi. Est-ce que vous diriez que c'est un avantage ou plutôt un inconvénient ? Quel était votre rapport à Alors, la langue ? je pense que c'est un avantage, enfin, pas de l'avoir appris à 4 ans et demi, mais je suis un cas à part. Alors, je vais vous raconter en une seconde. Moi, mes parents avaient décidé, étant fille d'émigrés, et mes parents étant, comme beaucoup d'émigrés, sans grands moyens, ils n'avaient pas de moyens de me fournir des institutrices pour m'apprendre plusieurs langues. Donc, ils ont pensé que le plus sage était que je parle le russe d'abord. Et j'ai parlé russe tout en jouant avec des enfants dans les squares qui parlaient français. Donc, c'est pour que les enfants s'adaptent absolument à tout. Ils ne me comprenaient pas, je ne les comprenais pas. Et néanmoins, j'ai eu des relations avec des tas d'enfants. À 4 ans et demi, un beau matin, on m'a mis dans un train avec une dame que je n'avais jamais vue, mais qui était une amie de mes parents, qui ne parlait pas un mot de russe, moi pas un mot de français. Nous avons passé une nuit dans le train, puis je suis passé 3 mois avec elle, et je suis rentré un beau matin à Paris. J'avais 4 ans et 9 mois à ce moment-là. Je parlais français impeccablement, j'avais appris à lire, et je récitais des fables de La Fontaine. Et bon, ça c'est la capacité des enfants à tout avaler. Je regrette qu'on n'ait pas fait ça pour moi d'autre façon. Je ne suis pas dyslexique, j'ai une bonne orthographe, donc ça prouve qu'il n'y a pas d'inconvénient au système. Mais évidemment, ça donne une plasticité. C'est-à-dire que, bon, comme tous les gens qui ont 2 ou 3 langues, je pense dans les 2 langues absolument, et je rêve dans les 2 sans aucun problème. Mais c'est important parce que du coup, j'attache de l'importance à cette langue-là, aux autres langues que je connais. Je pense que c'est un moyen de communication fondamental. Ça, c'est absolument... Et c'est pour ça que je crois que ce qui est le plus important, c'est d'avoir le mot juste.
non seulement d'avoir je dirais, un maniement correct de la langue, de respecter les langues, mais de trouver le mot juste, parce que c'est notre mode de communication avec l'autre. Et si nous n'avons pas ça, si nous avons un malentendu sur notre pensée, nous entrons, qu'est-ce qui nous reste pour nous expliquer? À nous taper dessus. Donc, si vous voulez, je pense que la langue, c'est pas parce que je suis à l'Académie française, mais c'est parce que je suis convaincu que c'est le seul moyen d'établir un monde pacifié, de vivre avec autrui et de vivre dans un monde heureux, parce que là, on partage quelque chose. Et justement, on parlait au début de cet entretien de l'évolution du langage, de la féminisation de certaines fonctions. Par exemple, on parle d'écrivaine ou d'autrice. Est-ce que finalement l'évolution des femmes dans la société ne doit pas suivre l'évolution des mots dans la langue française, selon vous? Alors je vais vous dire, je crois que la langue, on ne la bouscule pas. La langue, c'est un corps vivant, elle a un processus naturel, elle évolue. D'ailleurs, c'est la doctrine, je dirais, de l'Académie. Enfin, l'Académie a été fondée pour s'occuper de la langue, pas du tout pour inventer la langue, pour imposer quelque chose. Elle a été inventée pour accompagner l'usage. Ça veut dire ce que ça veut dire. L'usage, c'est la façon dont la langue évolue. Et la seule chose, c'est qu'il n'est pas nécessaire de bousculer. Bon, maintenant, nous pensons qu'il faut bousculer, etc. La question s'est souvent posée au fil des siècles. Et la question de la féminisation, c'est un vieux débat. Bon, je pense qu'en effet, il y a des tas de choses qu'on peut dire au féminin. D'abord, tout simplement, pour être clair, les métiers ont toujours été désignés au féminin comme un masculin, dès lors qu'un boulanger, sa femme était la boulangère, ça allait de soi. Un historien, une historienne. Un historien, une historienne, un épicier, une épicière, etc., etc. Une couturière, c'était plutôt une femme. Donc elle était... Bon, il y a des choses qui se disent au masculin, il ne faut pas s'y tromper aussi. Ou des fonctions masculines qui se disent au féminin, la vigie, la sentinelle. Bon, c'est très amusant parce que c'est comme ça. En plus, il y a des mots très importants, contrairement à ce qu'on raconte, qui sont au féminin. La justice, la démocratie, la république, la charité, la bonté, etc. Des vertus morales comme la puissance, enfin, des vertus politiques se disent au féminin et personne n'a jamais trouvé que ça opprimait les hommes. Le masculin et le féminin dépendent, je dirais, de l'apport du latin, du grec, des racines, de l'étymologie, d'un tas de choses comme ça, ou du hasard. En plus, dans toutes les langues, tout ne se dit pas de la même façon. Il y a des langues où le soleil est au féminin, des langues où il est au masculin, et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'il faut bousculer la langue? Bon, ça fait plaisir. Les femmes considèrent qu'il faut que les fonctions soient féminines. Alors, c'est très intéressant. Le maire, celui qui dirige une ville, est-ce que c'est le maire ou la mère? Ça fait une certaine confusion. Je dois dire que la théorie de l'Académie française, et je vous dis, elle est très bonne, c'est qu'il faut être poli avec les gens qui ont des fonctions. Une femme qui a une fonction qui était jadis masculine et qui maintenant est attribuée aux femmes, on lui demande comment elle veut être appelée. Ça donne des résultats très intéressants. Les femmes ambassadeurs, il se trouve que l'ambassadrice, jusqu'à présent, c'était la femme d'ambassadeur, et qu'être femme d'ambassadeur, c'est un métier. Et je dois dire que ce qui est très intéressant, c'est que moi, je consulte toutes les femmes ambassadeurs que je croise. Je dirais que toutes les femmes des pays musulmans, méditerranéens, etc., qui sont ambassadeurs, elles me disent, moi, madame, je suis madame l'ambassadeur et pas madame l'ambassadrice. Plutôt dans les pays nordiques, elles sont madame l'ambassadrice. Enfin, c'est très amusant. On décide, ça se fait un peu à la tête du client, chacun décide ce qu'il veut. En revanche, est-ce qu'il faut bousculer complètement l'usage? C'est compliqué. Et surtout, faut-il bousculer la grammaire? C'est un problème d'accord. Comment est-ce qu'on met... avec quoi est-ce qu'on accorde les choses? Traditionnellement, on disait tous les hommes sont mortels. Et on considérait que ça englobait tout. Maintenant, il faut dire les hommes et les femmes sont mortels. Ceux et celles, etc. L'usage a longtemps prévalu. L'idée était que le neutre, le français n'a pas de neutre,
mais que c'est le masculin qui sert de neutre, tout simplement. C'est pour ça qu'on disait tous les hommes sont mortels. Bon, maintenant, on dit ce et celle, etc. C'est très long, ça gâche un peu la langue, mais on n'y peut rien. Je crois qu'il faut... Mais une fois encore, ce qui décidera, c'est l'usage. On décide, et puis après, on verra comment ça se stabilisera. Avant de poser une dernière question à Madame Carrère-Dancos et de passer ensuite aux questions du public, je rappelle juste que les questions du public doivent être écrites. Donc si vous avez une question en tête, vous avez nos deux référents qui sont là. Vous pouvez leur prendre un papier si vous n'en avez pas sur vous, puisqu'on va uniquement prendre des questions écrites. Alors la dernière question que j'avais envie de vous poser, on est dans un salon littéraire, c'est tout simplement quels sont les auteurs qui ont compté pour vous? Vous voulez dire les auteurs français? Français, russes ou... Parce que je dirais que c'est indissociable dans mon esprit. Pour moi, Dostoïevski, Victor Hugo, Pouchkine, Lamartine, tout ça, ça va ensemble. Je dirais pratiquement. Bon, d'abord, il se trouve que par le hasard des choses, fait quand on est élu à l'Académie, on est élu à un fauteuil qui a une succession. J'ai eu la chance d'être élu à un fauteuil tout à fait remarquable, où il y avait Corneille comme second occupant. Or, c'est un auteur avec lequel j'ai toujours fait des étincelles quand j'étais élève. J'ai toujours une passion pour Victor Hugo. C'est un occupant de mon fauteuil, ce qui en fait un fauteuil très brillant. J'ai aussi un homme qui n'est pas un écrivain, mais qui a beaucoup écrit sur un problème qui me fascine, qui est le problème de l'islam, qui est le maréchal Lyautey. Et c'est aussi mon fauteuil. Je veux dire que ça fait partie, et c'est aussi un auteur que je lis avec passion. Mais je dirais que tous les grands de la littérature française, j'aime, mais je dirais particulièrement et Stendhal et Lamartine. J'ai lu et je me suis promené en Orient avec les voyages en Orient de Lamartine. Enfin, je me suis promené en Italie avec Stendhal et ainsi de suite. Je connais bien la littérature russe et évidemment, j'ai une passion. Je dirais que je place Dostoïevski très haut, Pouchkine, Gogol. J'ai une passion pour Gogol que je considère intraduisible. D'ailleurs, ça m'ennuie beaucoup parce que j'ai toujours essayé d'expliquer Gogol à mes étudiants et ça se terminait par « et je ne peux pas vous le traduire ». Voilà. Et c'est malgré tout. Bon, je pense que ce sont des littératures monumentales, mais j'aime aussi la littérature anglaise et la littérature allemande. Donc c'est très difficile. Je dirais que je n'aime pas beaucoup la littérature d'autofiction telle qu'elle se pratique maintenant, parce que je trouve que c'est très ennuyeux. Une fois ça passe, mais deux fois c'est trop. Je trouve que le roman, il faut de l'imagination romanesque. Stendhal, Victor Hugo, on se sont inspirés certainement de faits dont ils ont entendu parler, mais ils ont complètement transposé. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous avez dit à votre fils que l'autofiction vous ennuyait ou pas? Mais mon fils le sait. D'ailleurs, il est sorti du domaine de l'autofiction, mais je reconnais qu'il a un talent qui fait passer l'autofiction. Mais il faut beaucoup de talent pour ça. Pardonnez-moi, c'est mon fils, mais je dis ça. Mais c'est un grand écrivain. Mais il faut un talent immense pour supporter les... Bon, je dirais qu'il y a des auteurs d'autofiction qui racontent leur vie. Je ne citerai aucun nom parce que je suis poli. Mais ça... Pas vexer Brigitte Giraud? Hein? On n'a pas vexé Brigitte Giraud, peut-être, non? Mais bon, c'est pas elle, ma fille. Non, par exemple, alors dans les auteurs contemporains, il y a un auteur que je trouve admirable, c'est Michel Houellebecq, que je considère comme le plus grand écrivain possible. J'aime énormément certains écrivains, je dirais, du Maghreb, comme Boualem Sansal, que je considère comme un écrivain tout à fait extraordinaire. Et bon, je peux vous citer... mais Boualem Sansal a aussi inventé un univers. Bon, j'ajouterais que le dernier auteur pour lequel j'ai une passion, c'est Giovanni de Empoli, Le Mage du Kremlin, que je considère être un livre tout à fait extraordinaire. Parce que c'est une invention prodigieuse. Et c'est l'intuition, il recrée un monde, et la vérité, on peut très bien recréer le monde. Mais encore faut-il pour ça, et le génie de l'écriture, et puis l'intuition qui vous fait inventer des situations qui, en définitive, sont probablement vraies. Et d'ailleurs, Giuliano de Empoli, qu'on avait reçu pour ce premier salon littéraire, et vous-même, vous nous rappelez qu'en fait, la frontière entre le fait et le roman, entre l'histoire et la fiction,
parfois elle est ténue et qu'en fait, finalement, l'important, c'est de bien le raconter, finalement. C'est ça qui compte. Alors, je vais vous dire, d'ailleurs, Alexandra Kollontai, elle a une œuvre monumentale, c'est un grand écrivain. Elle a une œuvre de romancière qui est extrêmement charmante. Il y a un roman qui s'appelle Les abeilles laborieuses, titre bizarre. C'est en fait aussi, d'une certaine façon, c'est son autobiographie. C'est un roman sur les femmes. C'est absolument admirable. Elle a une œuvre de romancière, elle a une œuvre de sociologue, parce qu'elle étudie vraiment le sort de la classe ouvrière finlandaise, etc. Elle a une œuvre d'essayiste tout à fait remarquable sur l'avenir des femmes. Bon, mais c'est une œuvre qui équivaut, je dirais, à celle d'un Raymond Aron. C'est une œuvre grandiose avec toute une partie romanesque. Ça, c'est d'ailleurs ce dont étaient capables les gens du 19e siècle, enfin dans la culture du 19e siècle, et probablement dans la culture russe, c'est d'avoir un panorama de talent très étendu. On est dans un salon littéraire du conservatoire Rachmaninov. Ça mérite d'être rappelé que c'est une littérature qui pèse extrêmement lourd. Très bien. Merci Hélène Cardancos. Nous allons passer aux questions du public. Si certains d'entre vous ont noté. Pensez-vous qu'il est une singularité russe avant l'émancipation des femmes dans deux domaines, la politique, la littérature? Tsvetaeva, Akhmatova, Gipius, la peinture, Goncharova, avant et après la Révolution. Oui, je pense, c'est très curieux. Alors, je vais dire d'ailleurs que, pour commencer, pour répondre à cette question, que je crois que, précisément sur ce qu'est la Russie et la culture de la Russie, nous sommes en France prisonniers de l'œuvre du marquis de Custine, de la Russie en 1839, qui est un livre passionnant, très bien écrit. Je veux dire que Astolphe de Custine a été le premier écrivain voyageur, véritablement, qui sait faire un récit de voyage. Cela dit, il n'a rien vu de la Russie, parce qu'il avait une peur bleue d'être arrêté par la police. Il se déplaçait avec un carrosse au rideau tiré. Je ne sais pas comment on peut expliquer un pays comme ça. Et il n'est allé qu'à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Donc ça ne lui a pas appris grand-chose. Et le résultat, c'est qu'il a des clichés. Et on est très prisonnier de ça, avec l'idée précisément que la Russie il n'y a pas une culture russe originale, que la Russie est dépendante au fond de l'extérieur, et que c'est un peuple extrêmement primitif intellectuellement. Bon, et ça, je crois que c'est un cliché qui dure jusqu'à maintenant. C'est très important de le penser, alors qu'il y a des voyageurs qui ont écrit des choses extraordinaires. Et il y a justement le contraire est montré par ce qu'a été, je dirais, la place très originale des femmes dans la culture russe. Elles ne se sont pas contentées, un peu comme dans la culture française aussi. Une femme comme Colette était un modèle, je dirais, d'émancipation qu'on peut rapprocher d'Alexandra Kollontai, même si elle n'a pas eu, les circonstances lui ont pas permis d'avoir un rôle politique. Elle a écrit très tôt et la société française ne laissait pas de place à une femme dans la politique. Mais la société russe non plus, mais je dirais les courants révolutionnaires ont bousculé la société très vite. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a des femmes de grandes intellectuelles qui ont tout assumé. Elles ont eu un destin compliqué, la plupart. Akhmatova, Tsvetaeva, etc. Elles ont été prises dans une tourmente. Et c'est ce qui explique peut-être, je dirais, que leur génie se soit épanoui d'une façon tellement extraordinaire, parce qu'elles ont eu à la fois à survivre. Toutes ces femmes ont survécu sans faire, d'ailleurs, ça c'est très intéressant, parce que pardonnez-moi messieurs, je n'ai aucune idée anti-masculine, rassurez-vous, mais je dirais que je constate que les femmes ont fait moins de choses condamnables sur le plan moral. J'ai été très frappée qu'il y a manifestement moins de délation de femmes que de délation d'hommes, peut-être parce qu'elles avaient une idée de la vie un peu plus ancrée en elles. Je n'en sais rien. En tout cas, je dirais qu'aucune de ces femmes n'a jamais... Tsvetaeva a eu une vie très compliquée avec son mari, qui était un agent soviétique et tout ce qu'on voulait, mais elle-même n'a rien fait de mal. Elle a été d'une rigueur morale absolue.
Et en même temps, ce sont des personnalités tout à fait extraordinaires. Donc, et c'est pareil pour, je dirais, les artistes. Et donc, ma réponse, c'est qu'il y a, mais ça tient peut-être aussi aux circonstances. Elles ont vécu dans un pays où elles se sont imposées, où, je dirais, les femmes ont acquis une place et un respect tout à fait. Et il ne faut pas oublier tout de même qu'en Russie, il y a eu des impératrices. Et alors, il y a un cas qui est tout à fait pathétique dans l'histoire russe, c'est le cas de Nicolas II. Nicolas II a été incontestablement... C'est un cas très intéressant parce que c'est un cas qu'on peut marier avec celui de Louis XVI. Ces deux hommes ont été des hommes qui ont eu une destinée tragique. Louis XVI a eu un mariage malheureux, enfin ça a été une affaire très compliquée. Inversement, Nicolas II et Alexandra ont eu une véritable passion et qui a duré jusqu'à la fin. Mais la femme forte, c'était elle. C'était un homme de grande qualité, mais il n'était pas fait pour une époque aussi tragique. Elle avait une conviction, je dirais, elle avait des convictions. Elle avait la conviction qu'il fallait maintenir l'autocratie, etc. Elle lui a fait faire beaucoup de sottises, y compris Raspoutine et tout cela. Donc ça, on peut dire que c'est assez ça, que l'histoire illustre ça. On n'a pas le temps de développer, mais je pourrais vous faire un catalogue. Docteur, médecin, juriste, avocat, avocate, ambassadeur, passeur. Pas de forme féminine en russe, et apparemment, ça ne pose pas de problème. Oui, je ne vois pas qu'on dise advocatcha, docteur chat. Il y a des gens qui parfois disent ça, mais en général, ce sont les gens pas très éduqués. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça pose pas de problème. Les femmes, alors je dirais qu'il ne faut pas oublier que avant la Révolution, bon, il y a eu tout de même 2 impératrices en Russie, ça compte, et 3 avec Anna et une régente. Enfin, les femmes ont joué un rôle. Il y avait des femmes de grand caractère qui étaient connues pour cela. À part ça, le mouvement féministe a été tardif. C'est dans la Révolution qu'il s'épanouit, mais il s'est bien épanoui. Est-ce que sous le régime soviétique, on ne voit pas très bien, d'abord, les femmes n'ont pas été... L'égalité femmes-hommes a été proclamée tout de suite par la Révolution. Le résultat, c'est, à part Alexandra Kollontai, qui était ministre des Affaires sociales, jusqu'à Madame Fortseva, sous Nikita Khrouchtchev, il n'y a pas eu de femme ministre. C'est-à-dire, ça fait plus de 30 ans. Les femmes ont été, c'est ce que disaient les femmes russes, elles étaient fêtées le 8 mars. À part ça, elles étaient dans une position secondaire. Elles étaient médecins, mais ça démontrait que la situation de médecin, c'était pas la situation de patron des hôpitaux ou patron d'un service, qui était le statut des hommes. Le régime soviétique a honoré les femmes une fois par an et leur a permis de faire les gros travaux principalement. Donc, si vous voulez, on est à une période où les femmes retrouvent une place, mais avec une longue tradition d'effacement. Et depuis la fin du régime soviétique, on ne voit pas de femmes qui émergent d'une façon remarquable. On a une question de M. Kornilov qui est: Kollontai a-t-elle spolié l'hôtel particulier de Mathilde Ksechenka? Non, elle n'a pas spolié quoi que ce soit. Factuelle. Elle n'a eu... cet hôtel particulier a été utilisé par le pouvoir, mais elle, personnellement, elle a été tout de suite dans diverses fonctions. Elle était envoyée en Ukraine, elle était envoyée en Crimée, elle a fait des conférences à travers le monde, elle n'a spolié personne, et elle était logée par le pouvoir soviétique, donc on ne peut rien lui reprocher, la pauvre femme, et elle s'est morte. Apparemment, ce que monsieur dit, c'est que c'est une rumeur persistante. Oui, mais ça, je peux vous assurer qu'elle n'a rien spolié du tout, la pauvre créature. Elle a vécu péniblement comme tout le monde, et dans son ministère, mais son ministère n'était pas dans l'hôtel d'Akchesinska. Donc c'est... Et on va prendre cette dernière question, parce qu'ensuite, ce sera le moment du verre. Vous avez été un des auteurs français actuels. Quel est votre auteur russe actuel préféré? J'ai tellement de préférences. Je dirais qu'il y a quelqu'un... Non, actuel, c'est compliqué à répondre. Je trouve que des gens comme Akhmatova et tout ça, ce sont les gens qui m'ont le plus retenu. Ces gens qui ont eu tellement de courage pendant des années, qui ont été... je salue profondément tous ces gens qui ont manifesté
leur esprit de résistance, cette capacité de rester humain malgré un système inhumain. Alors je peux pas citer un auteur préféré. Il y a des auteurs tous les jours, je me dis, ah ben c'est pas mal ce qu'il fait, mais j'ai pas de réponse, honnêtement. Vous avez cité tout à l'heure Dostoïevski. On peut dire qu'il est actuel en un certain sens. Absolument. Non, mais je pense que Dostoïevski est un auteur admirable. Si j'avais à mettre tout de suite avec qui je partirais sur une île déserte, je partirais avec 3 auteurs russes, Dostoïevski, Gogol, absolument. Ça, je ne peux pas m'en séparer. Je dirais que je lis du Gogol presque tous les soirs, un petit peu, pour me... n'importe quoi, mais ça me réconforte. Je veux dire, on est dans l'absurde et dans le... et probablement Pouchkine, voilà. Mais aussi Lermontov, etc. Bon, enfin, mettons sur une île déserte, je ne partirai sûrement pas sur Dostoïevski. Ça, je pense qu'on en a besoin. Voilà. Merci beaucoup, Hélène Carrère d'Ancos.